Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. Notre première invitée voulait épouser Tarzan lorsqu'elle avait 8 ans et elle est devenue, presque 80 ans plus tard, une icône de la préservation de l'habitat des chimpanzés et des grands singes. Il s'agit de la primatologue Jane Goodall. L'actualité du jour, ce sont les propositions d'un think tank libéral, l'Institut Montaigne, pour doper la productivité française extrêmement ralentie depuis le confinement. Parmi ces préconisations, augmenter la durée du travail et supprimer des congés scolaires. Comment va-t-on faire croire aux gens que si ceux qui ont du travail travaillent plus, ça va libérer de la place à ceux qui n'ont pas de travail? Si vous arrivez à m'expliquer ça, ça fait longtemps que je pose la question, personne n'a réussi à me convaincre encore. La productivité sera ralentie par les protections sanitaires installées dans les usines ou les ateliers. Faut-il dès lors que les salariés fassent des sacrifices momentanés pour relancer l'économie française? Nous en débattrons avant de retrouver la téléconsultation de Thibault Nolte et les épatants Mauduit et Pernin. Bonjour messieurs. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Les bigorneaux étaient tranquilles, et bien c'est fini. Après 2 mois de fermeture, certaines plages ouvrent de nouveau, dans le Grand Ouest principalement. Eh bien moi, je vous conduis au XVIIe siècle, au moment où la plage était un espace qui faisait peur, un espace lugubre et sinistre. Là encore, les bigorneaux étaient tranquilles. À tout à l'heure Elisabeth. À tout à l'heure. Et vous Jean-Mathieu ? Eh bien, figurez-vous, Elisabeth, que demain aux États-Unis devrait normalement se tenir le premier concert avec distanciation sociale. Il y aura tout, un groupe sur scène, des spectateurs dans la salle et des mesures d'hygiène ultra strictes. Bon, pour l'instant, le gouverneur de l'Arkansas où doit se tenir ce concert n'est pas très chaud, mais en attendant, cela peut donner quelques idées pour les futures productions théâtrales et musicales dans les semaines à venir. Je vous explique ça tout à l'heure. À tout à l'heure les amis, on se retrouve dans un instant avec Jane Goodall après son portrait réalisé par Gaël Legras. 2 personnages, des chimpanzés, l'activisme, c'est la règle de 3 de Jane Goodall. 2 personnages de fiction jouent un rôle décisif dans sa vocation. D'abord, le docteur John Dolittle, inventé par l'écrivain britannique Hugh Lofting. John Dolittle parle aux animaux, il les sauve d'un cirque et les ramène en Afrique en bateau. Pendant la même période, à Londres, elle lit Tarzan, tombe amoureuse du seigneur de la jungle et jalouse même celle qu'elle appelle cette idiote de Jane. John Dolittle et Tarzan la confortent dans son envie de vivre en Afrique auprès de ces animaux qu'elle adore dessiner. En juillet 1960, elle se lance dans l'étude des chimpanzés grâce à sa rencontre avec Louis Leakey. L'anthropologue lui confie une mission en Tanzanie, elle s'installe sur les bords du lac Tanganyika et tente de vivre aux côtés des singes. À l'origine, ils s'enfuyaient dès qu'ils me voyaient, parce qu'ils étaient très prudents. Mais après, ils ont commencé à me faire confiance. Elle constate que les chimpanzés fabriquent et utilisent des outils, notamment pour attraper les termites. Cette découverte bouleverse le monde scientifique et modifie notre perception du monde animal. Au cours de ce qui constitue la plus longue étude de terrain d'animaux sauvages dans leur milieu naturel, elle s'intéresse également aux modes de communication des chimpanzés et démontre qu'ils sont dotés d'intelligence et de sensibilité. À partir de 1986, elle privilégie l'activisme à la recherche. Par le biais notamment de l'Institut Jane Goodall, elle lance des programmes d'éducation, promeut la conservation de la faune et de l'environnement. Pour transmettre ses connaissances et défendre ses convictions, elle donne des conférences et, à 86 ans, continue de voyager 300 jours sur 365. Dr. Jane Goodall. Together we can change the world. And mais elle retourne aussi en Tanzanie, au moins 2 fois par an, pour poursuivre sa conversation avec les chimpanzés. Bonsoir cher Claude Askolovitch. Bonsoir. Bonsoir Jane Goodall, Dame Jane Goodall devrais-je dire. Dr Jane, ça suffit. Dr Jane, avant de démarrer cette conversation avec vous, je précise que vous êtes confinée au Royaume-Uni. Une question presque d'enfant. Nous venons de vous voir sur une scène prononcer des signes, prononcer des paroles avec le langage des grands singes. Qu'est-ce que vous disiez à cette foule de jeunes gens qui représentent l'avenir pour vous? Qu'est-ce que vous leur disiez dans le langage des chimpanzés?
En fait, c'est un appel à distance des chimpanzés qui échangent les uns avec les autres à distance. En fait, ce que je disais, c'est moi, c'est Jane, parce que chaque chimpanzé a sa propre voix. Donc, lorsque les chimpanzés évoluent en groupe, c'est ainsi qu'ils maintiennent le contact les uns avec les autres. C'est un appel très utile qui s'appelle le parenthood. C'est magnifique. Lorsque vous aviez 8 ans, il paraît, Jane Goodall, vous avez dit à vos parents, peut-être à vos parents, Tarzan a épousé la mauvaise Jane. Un mot d'esprit qui évoquait déjà votre fascination pour Tarzan et au-delà de Tarzan, bien sûr, pour le mystère, le magnétisme du continent africain qui a déterminé votre vie entière. Vous savez, je suis tombée folle amoureuse de Tarzan, mais pas avec celui que l'on voit à l'écran. Lorsque je grandissais, il n'y avait pas de télévision, ça n'avait pas encore été inventé. Donc moi, je suis tombée amoureuse du Tarzan que j'imaginais en lisant les romans. J'avais une dizaine d'années à l'époque et je savais que Tarzan n'existait pas, mais c'est là que ça a commencé, le rêve d'aller en Afrique, de vivre aux côtés des animaux sauvages et d'écrire des livres sur eux. C'est là que tout a commencé. Le docteur Dolittle et Tarzan. Revenons à aujourd'hui, Jane Goodall. Une pandémie terrible a paralysé la moitié du monde. Une zoonose, une épidémie donc dont l'origine est un virus transmis par l'animal à l'homme. Cette pandémie, le Covid-19, est totalement corrélée, selon vous, aux activités humaines, à la déforestation, à la dévastation des habitats des animaux sauvages? Absolument. Cette pandémie est générée par un manque de respect vis-à-vis de l'environnement, étant donné que nous détruisons les forêts, nous détruisons les habitats des animaux sauvages. Les animaux sauvages sont obligés d'être de plus en plus en contact les uns avec les autres, donc les bactéries, les virus peuvent passer d'un animal à l'autre très rapidement. Mais l'on voit aussi que les animaux sont poussés à être en contact plus étroit avec les êtres humains puisqu'ils perdent leur habitat. Et donc il y a davantage de chances d'avoir des transmissions de zoonoses. Mais surtout, nous les abattons, nous les mangeons, nous les envoyons dans le monde entier, souvent vers des marchés où les animaux sont vivants ou alors des marchés en Afrique. Et donc, dans ces conditions, nous avons des animaux, toutes espèces confondues, qui sont les uns à côté des autres et qui ont tout à fait la possibilité de contaminer aussi bien le vendeur que l'acheteur avec du sang, de l'urine, des matières fécales. Donc c'est un environnement parfait pour cette transmission d'un animal à l'être humain. Et voilà comment est-ce que plusieurs de ces épidémies sont désormais devenues des pandémies. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé dans les marchés de viande et d'animaux vivants en Asie ou en Afrique. Claude. Est-ce que vous êtes au bon endroit selon votre cœur? Vous êtes confiné au Royaume-Uni. Est-ce que dans cette atmosphère terrible que nous vivons, vous auriez préféré être auprès de ces singes auxquels vous avez consacré votre existence? Non, vous savez, j'ai quitté la Tanzanie en 1986. Désormais, j'y retourne 2 fois par an, brièvement, parce que la situation pour les chimpanzés en Afrique est difficile. Nous constatons que les effectifs ne cessent de chuter, la déforestation bat son plein, et je savais que si je souhaitais agir pour rectifier cette situation, je devais agir, mais pas sur place. Donc, lorsque mes tournées ont été supprimées, annulées, j'ai été frustrée, mais je me suis dit, ça n'aide personne. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est aujourd'hui de créer un réseau virtuel. Et vous savez, je travaille plus dur aujourd'hui que je n'ai jamais travaillé. Je mène des interviews comme celle-ci, par exemple. Je prépare aussi des podcasts, j'envoie des messages vidéo destinés aux différents instituts Jane Goodall dans le monde. Je travaille très, très dur en ce moment. Mais je crois que ça permet de faire une différence. Claude. Qu'est-ce qui peut faire changer l'humanité? La peur de disparaître, c'est la pandémie. L'émotion comparable à celle que vous avez ressentie en rencontrant des individus chimpanzés? Vous savez, je pense que chacun change pour ses propres raisons. En Afrique, nous avons mis en place des programmes dans les écoles autour des habitats des chimpanzés, l'objectif étant de transmettre un message à ces jeunes. Nous leur disons que ces chimpanzés nous ressemblent, qu'ils partagent nos émotions, qu'ils ressentent la peur, la douleur, qu'ils ressentent aussi la dépression. Et les autres animaux ont des émotions aussi. Donc nous devons venir en aide aux gens pour les aider
à gagner de l'argent différemment plutôt que détruire l'environnement et pour ne pas pousser les espèces vers l'extinction. Ce n'est pas chose facile, il y a de très nombreux problèmes dont nous devons nous emparer en même temps et il faut faire preuve de compréhension. D'aucuns font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais nous, dans nos pays occidentaux, nous avons le choix. Et nous ne sommes pas obligés d'acheter de la viande qui vient par exemple de la production de masse. Nous ne devons pas forcément manger du foie gras. Jane Goodall, quand vous avez entamé en 1960 votre approche des chimpanzés, je rappelle que vous avez mis 2 ans sur le terrain avant de pouvoir tendre une banane à un chimpanzé en Tanzanie. Vous aviez décidé qu'on ne protège pas une espèce, mais qu'on protège des individus. Il y en avait un qui vous a tenu particulièrement à cœur. C'était un chimpanzé que vous aviez baptisé David Greybird, David Barbe Grise. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a ému comme une autre personne, peut-être comme un homme que vous avez aimé? Est-ce que c'est un individu qui a eu une place aussi importante qu'un bipède dans votre existence, David Greybird? Vous savez, David Greybird était un très beau chimpanzé. Il était extrêmement doux et gentil. Chaque chimpanzé a sa propre personnalité. Et de très nombreuses personnes m'ont dit « Mais est-ce que c'était comme votre famille ?» Non, la relation n'est pas la même. Mais c'est vrai qu'il est devenu une partie très importante de ma vie. Et certains de ces chimpanzés, je les apprécie, je les aime. David Greybird, sa famille, je l'ai aimé véritablement. Et c'est vrai que certains chimpanzés, ce sont comme des gens. Et puis, il y a aussi des chimpanzés que je n'aimais pas forcément. Mais je crois que nous avons Mr. McGregor, qui est un autre chimpanzé qui a été sauvé d'un zoo, lui aussi, j'y suis très attachée. Et là, vous en avez un autre, c'était Wind, c'était une femelle, et elle a été sauvée. Sa mère avait été tuée pour être envoyée dans un marché de viande. Et elle a fait, voilà, ce geste a été vraiment un des moments les plus magiques dans ma vie. C'est comme si elle savait d'une manière ou d'une autre que j'étais responsable de son sauvetage. Une dernière chose, Charles Darwin, qui a théorisé l'évolution, a dit au XIXe siècle, si vous croyez à la supériorité de l'homme, allez donc voir les chimpanzés aux zoo de Londres. Avait-il raison ? Sans aucun doute. Si ce n'est que ce qui est encore mieux, c'est d'aller les voir dans leur habitat naturel, parce qu'à l'époque, c'était de toutes petites cages avec un sol en ciment au zoo de Londres. Et dans ces situations, les chimpanzés ne se comportent pas comme dans leur habitat naturel. Ils ressemblent moins aux êtres humains qu'en allant, par exemple, en Tanzanie. Mais Darwin avait tout à fait raison. Et bien entendu, il a été tourné en ridicule lorsqu'il est revenu. Parce que lui affirmait que nous avons un ancêtre commun avec les grands singes. Les gens ont été choqués, ont été horrifiés, mais c'était surtout les groupes religieux qui étaient très critiques à son égard et qui l'ont discrédité. Mais il avait raison. Merci infiniment, Jane Goodall, d'être intervenue dans 28 minutes sur Arte ce soir. Je rappelle, Jane, un message d'espoir, documentaire qui vous est consacré et qui est diffusé sur Netflix. Thank you very much for inviting me, and I hope to see everybody in person as soon as we're allowed to travel. Merci beaucoup de votre invitation et j'espère vous voir de personnes dès que nous aurons le droit de voyager à nouveau. Next time here with us. Thank you so much. Et puisque nous nous sommes séparés de nos ancêtres, les grands singes, il y a 7 millions d'années, sauf Claude, et que nous avons besoin, mon Claude, et que nous avons besoin de travailler pour acheter des réfrigérateurs et de la barbe à papa, passons à notre débat. La pandémie a ralenti la productivité française. Les avis divergent pour rebondir. Faut-il demander aux salariés encore en poste de travailler plus ou faut-il partager le travail avec les chômeurs? Laurent Berger de la CFDT et Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne en débattent après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Travailler plus au nom du patriotisme économique. Après le MEDEF le mois dernier, 2 think tanks libéraux, l'IFRAP et l'Institut Montaigne, appellent à mettre les bouchées doubles pour compenser les pertes liées à la crise du Covid. Il va falloir sans doute assouplir un petit peu le temps de travail, parfois l'augmenter, pas du tout de manière uniforme,
pour gagner en productivité, gagner en compétitivité et éviter que la France ne décroche définitivement. Les secteurs qui se remettent au travail doivent s'adapter aux nouveaux protocoles sanitaires. Distanciation, désinfection, la vie des entreprises a changé, les mesures sont strictes et lourdes. Pour y faire face, l'Institut Montaigne suggère de déroger au temps de repos de 11 heures entre 2 journées de travail et de supprimer des RTT. Des propositions rejetées par les syndicats et la gauche. C'est exactement les mêmes recettes du monde d'avant, d'avant cette crise sanitaire. Toujours c'est logique de prendre sur le droit des travailleurs, de s'attaquer au camp social d'en bas. Heures supplémentaires, suppression de jours chômés ou encore report de RTT, une perspective qui divise les Français. Ça paraît pas aberrant, non, à situation exceptionnelle, acte exceptionnel. Moi je suis dans le commerce, on n'aura peut-être pas le choix. Les acquis sociaux doivent rester les acquis sociaux. Je pense que les gens ont assez souffert comme ça pour en plus les faire travailler davantage. Alors que 12 millions de salariés sont actuellement au chômage partiel, faut-il augmenter le temps de travail de ceux qui en ont et réduire les congés? Comment booster la reprise économique? Faut-il travailler plus pour rattraper le temps perdu pendant le confinement? Nos deux invités pour en débattre, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonsoir. Selon vous, la solution n'est pas que ceux qui ont conservé leur emploi travaillent plus, mais que tout le monde travaille et puisse travailler. Promettre, comme vous le dites et comme l'avait dit quelqu'un avant vous, de la sueur et des larmes aujourd'hui est totalement irresponsable. À côté de vous, Laurent Bigorgne, vous êtes directeur de l'Institut Montaigne, l'Institut précisément qui a fait paraître cette note Rebondir face au Covid-19, l'enjeu du temps de travail. Vous estimez qu'il faut être pragmatique. Les protocoles sanitaires ont fait chuter et vont faire chuter encore la productivité dans les entreprises en France. Pour sauver les emplois, il faut compenser en travaillant plus là où cela sera nécessaire. On démarre ce débat avec un chiffre du jour, Claude. 9 comme le nombre de propositions que propose votre Institut Montaigne, Laurent Bigorgne. Parmi ces propositions, il y en a 2 qui ont frappé les gens. Suppression d'une semaine de congés scolaires à la Toussaint et suppression du jeudi de l'Ascension. Expliquez-moi en quoi me retirer le jeudi de l'Ascension et retirer une semaine de vacances aux gosses nous fera gagner de la productivité et des emplois. Alors, on commence par le tout petit bout de la lorgnette. Je me permets de corriger une chose qui a été dite dans le très bon sujet, c'est qu'on n'a jamais proposé de supprimer des jours de RTT, mais de les racheter et s'il y avait évidemment accord des salariés. Reporter. Non, racheter. Elle évoque report. Racheter. Ah oui. Le sujet disait report, oui. vous dites racheter. Non, il était supprimé. Le sujet disait supprimé. J'ai été particulièrement attentif. Simplement expliquer. Sur les vacances à la Toussaint, en quoi le fait de retirer une semaine de vacances nous fait gagner de la productivité? Attention, il s'agit de retirer une semaine de vacances aux enfants. Et le sujet, c'est de dire que si on parvient à retrouver un peu d'activité économique, mettons à 70-80% en septembre, il y a peut-être un sens à se dire que remettre 2 semaines le pays en vacances, parce que les enfants seront 2 semaines en vacances, pourrait être perturbateur partout où on aura retrouvé un minimum de vitalité économique, à un moment qui n'est sans doute pas la période la plus touristique de l'année en France. D'une part. D'autre part, il y a un très bon argument, c'est que vous avez quantité d'enfants qui ont perdu infiniment de semaines de vacances. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école depuis le 21 février, ceux de la zone A. Et se dire qu'on met des dispositifs en place pour qu'on maximise le temps scolaire quand on pourra enfin les renvoyer pleinement à l'école, pour moi, fait sens. Alors, on va peut-être me dire qu'il aurait mieux fallu parler uniquement de cette capacité à remettre les enfants à l'école. Moi, j'assume ce que je dis. Je pense que les 2 arguments sont audibles. Personnellement, je suis plus attaché au second, étant très attaché à l'éducation. Mais pour moi, les 2 arguments convergent. Sur le jour férié, c'est simple. En gros, vous savez qu'un jour férié en France, un jour de travail, de façon générale, ça vaut 0,5 points de PIB sur une année en termes de jours ouvrables. Produit intérieur brut. Comment? De produit intérieur brut, pardon, excusez-moi, vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Je pense que, compte tenu de la catastrophe économique qui est devant nous, sans doute 10 à 11 points de PIB perdu sur 2020 et un rebond qui ne se présente pas très bien sur 2021. Si on peut aller chercher 0,5, 1 point par ce type de méthode, pourquoi s'en priver, même si ça doit être temporaire? Votre réaction face à ce pragmatisme, Laurent Berger? Non, mais moi, je pense que ce n'est pas du pragmatisme. Je pense que c'est une approche idéologique. Je le dis franchement, pour une raison simple. C'est ce qui arrive devant nous en termes de crise économique, et effectivement, il faut s'en soucier, c'est d'abord de profondes et de nombreuses suppressions d'emplois. Et que demain, l'enjeu qui sera devant nous, ce sera de travailler tous. Ce sera que ces centaines de milliers de nouveaux demandeurs d'emploi, malheureusement, parce que je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est ce qui arrive, puissent retrouver du travail. Et donc,
je ne crois pas que le monde du travail demain doit se découper entre ceux qui n'en ont pas et qui seront demain plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui, et ceux qui devront travailler plus longtemps au nom de la productivité. Est-ce que vous pouvez admettre, Laurent Berger, pardonnez-moi, que justement, parce qu'il faudra retrouver du travail à des centaines de milliers de personnes, on peut aller vers plus de flexibilité, on peut faire passer l'intérêt immédiat des entreprises avant quelques mesures de confort pour les salariés, parce qu'il y aurait urgence. Je me place de votre point de vue. D'abord, le repos journalier, les congés, ce n'est pas du confort. C'est la vie normale et c'est ce qu'on souhaite dans notre modèle social. Mais ce qui est sûr, c'est que de la flexibilité, il en existe dans les entreprises. Par le biais d'accords, il sera possible dans certaines entreprises de faire en sorte, parce qu'il y aura une pique de commande, parce qu'il y aura un besoin particulier, il y a nécessité de revoir les modalités, la modulation du temps de travail, etc. Mais rien de nouveau sous le soleil. Et ça existe déjà. Et donc, il y a déjà cette possibilité-là. Et la CFDT ne s'y est jamais refusée lorsqu'il y avait un deal, excusez-moi ce terme un peu barbare, mais qu'il y avait un accord qui répondait à un besoin économique, ce n'est pas un gros mot pour nous, mais en même temps à une acceptation sociale et à des avantages pour les travailleurs également. Il ne va pas y avoir des besoins économiques dans le sens où des entreprises françaises vont être soumises à la concurrence d'entreprise étrangères qui ont redémarré plus tôt que ces entreprises françaises. Oui, bien sûr. Elles ne sont d'ailleurs pas arrêtées de la même manière, mais cette nécessité de faire repartir l'économie, personne ne la remet en cause, en tout cas pas moi. Mais si demain, ça doit se faire en faisant que ceux qui ont un emploi travaillent plus, au détriment, d'une certaine manière, de ceux qui n'ont pas d'emploi, et donc il va falloir accompagner. Vous savez quand même que, puisque ça intéresse Laurent Bigorne, l'éducation, vont sortir des centaines de milliers de jeunes, je ne sais plus exactement combien, mais du système scolaire en fin d'année, en fin d'études. Ceux-là, pour nombre d'entre eux, ils pensaient qu'ils allaient avoir un emploi assez facilement, d'une certaine manière, vu la situation économique qui était la nôtre jusqu'en février. Ça ne va pas être le cas. On fait quoi? On considère que tant pis, et on fait travailler plus longtemps ceux qui sont dans les entreprises, qui vont repartir, qui auront un besoin de productivité, où on invente des dispositifs intelligents. Quel dispositif on pourrait inventer que ces jeunes puissent intégrer l'entreprise, poursuivre, considérer qu'ils puissent poursuivre sur un statut alternant une année supplémentaire pour ceux qui vont finir leur alternance là. On peut considérer qu'il y ait des facilités pour les entreprises qui font l'effort de les embaucher. Enfin, voilà. Mais il faut innover. Et moi, ce que je reproche, ce n'est pas qu'on parle du temps de travail, c'est un bon sujet. Ce que je reproche, c'est que l'approche qui est privilégiée par certains aujourd'hui, c'est uniquement celle-ci. Moi, je ne suis pas là pour être punitif. Je ne suis pas dans la revanche. Aucun problème à digérer ce qui s'est fait en 2000 sur les 35 heures. Laurent Berger a raison de dire qu'il y a quantité d'éléments de flexibilité qui ont été posés, et d'ailleurs par des majorités différentes au fil du temps. On propose 2 ou 3 éléments techniques supplémentaires compte tenu du contexte, avec toujours le même principe. Et là, je me tourne vers la CFDT, la négociation, c'est-à-dire l'accord, effectivement, des organisations syndicales, partout où il y en a, la compensation, et le patronat n'a pas toujours été responsable de ce point de vue-là, et je pense qu'il faut totalement l'être. Et je le dis d'ailleurs pour le patronat, je le dis pour l'État. Si on veut travailler plus dans la fonction publique, à certains endroits où on en aura besoin, commençons par payer les heures sup qu'on doit aux uns et aux autres. On peut prendre l'exemple de l'hôpital, mais on pourrait prendre évidemment l'exemple des forces de police et de gendarmerie. Donc il me semble important que de dire que partout où c'est nécessaire, partout où il y a un accord, partout où c'est nécessaire, partout où il y a un accord, partout où on est prêt à compenser, à payer, y compris, et vous avez raison, à raison de ces gains de productivité à refaire, parce que les gestes barrières, le matériel, ça ralentit. C'est normal. C'est normal. Et je n'ai rien contre les gestes barrières. Ils sont absolument nécessaires. Et là où ça n'est pas nécessaire, laissons simplement les uns et les autres agir. Là où ce n'est pas nécessaire, il ne faut surtout pas de mesures générales. Il n'y en a pas besoin. Laurent Berger a raison. Faites-nous écouter. Un homme dont on attend de savoir ce qu'il en pense, qui est comme un petit peu le Premier ministre de la France, Édouard Philippe, qui s'exprimait sur ces questions sociales la semaine dernière à Paris. Entendons-le. Une fois la crise sanitaire passée, notre pays répondra à la crise économique et à l'appauvrissement général qui va intervenir. Mais je crois que si nous voulons retrouver d'une certaine façon notre prospérité, si nous voulons dépasser ce cap et ce coup dur pour la France, il faudra que collectivement nous nous en donnions les moyens, par le travail, par la solidarité, par l'inventivité. Ce sera l'objet des discussions qui auront lieu dans les semaines et dans les mois qui viennent.
On a le temps d'attendre des semaines et des mois qui viennent, Laurent Bigot? Je pense qu'il ne faut pas, au prétexte de l'urgence, donner à penser aux Français qu'on va faire n'importe quoi. Je pense en revanche que l'urgence, c'est d'être ingénieux et inventif. Laurent Berger a donné un très bon exemple sur la question des alternants. Elle est fondamentale. On ne va pas avoir dépensé beaucoup d'argent dans l'apprentissage, fait une réforme pour aboutir à des résultats meilleurs, et au moment où tout ça arrive, enfin à maturité, dire bon, cette année, on ne sait pas faire. Donc, pour moi, l'urgence, elle est celle de l'ingéniosité, elle est aussi celle du dialogue social, et je le dis en toute sincérité. Le dialogue social, c'est pour ça qu'on a... Ça prend du temps, le dialogue social. Non, nécessairement, c'est pas vrai. Mais il faut arrêter avec ça. Tout seul, on va plus vite, mais on va moins loin. Le dialogue social, c'est faire appel à l'intelligence collective. Vous savez ce qu'on va traverser là? On ne l'a jamais traversé. Aucune de nos générations. On ne l'a jamais traversé. Et donc, soit on s'en sort en pensant que quelques-uns, au bout d'une table, se mettent d'accord pour écrire quelques préconisations de ce qu'il faudrait faire, que tout le monde fasse, dans les entreprises, mais dans la société, parce qu'on ne va pas avoir qu'une crise économique quand même. On a une crise sociale, on a une crise sociétale. Il ne faut pas l'oublier. Et donc le dialogue social, c'est faire marcher la machine à intelligence collective. Une question, Laurent Berger. Et on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin d'innovation sociale. Et il n'y a rien de mieux en termes d'innovation sociale sur le travail que d'écouter ce qu'ont à dire les travailleurs. Juste une question, Laurent Berger. Après la Deuxième Guerre mondiale, où la France est en ruine, il y a quelque chose qui est lancé par Torres, qui est repris par les syndicats, c'est la bataille pour la production. Pourquoi est-ce qu'il semblait... Il faut dire ça à la Mais pourquoi est-ce que ça semblait simple à l'époque, la bataille pour la production, devient si compliquée aujourd'hui? Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Je le dis à tout le monde. Il faut dire à Philippe Martinez. Il faut dire à Philippe Martinez. La CFDT, elle dit très clairement aujourd'hui que la reprise d'activité est d'actualité, de la même manière qu'on peut le faire en respectant la santé et la sécurité des salariés. Mais une fois encore, d'abord, nous ne sommes pas dans la même situation. Nous étions dans une guerre. Je ne crois pas que nous soyons dans une guerre. Ça n'a rien à voir. Il n'y aura pas de gagnant à la fin. En 1945, il y en avait. Et il y avait un pays à reconstruire. Aujourd'hui, il est à reconstruire, pas matériellement d'une certaine manière, pas physiquement, il est à reconstruire socialement, sociétalement. C'est ça qui est devant nous. Moi, ce que je dis des propositions qui sont faites, c'est lorsqu'elles sont reçues, même si elles sont plus nuancées quand on lit, etc., lorsqu'elles sont reçues et que ça donne le sentiment qu'il y aura de la sueur et des larmes, eh bien je dis attention. Attention, notre pays aujourd'hui est miné par ces fractures, miné par ces divisions. Et donc, il vaut mieux mettre sur la table tout l'éventail de ce qui sera possible pour faire repartir l'économie, par exemple, il y aura des questions de répartition des richesses, il y aura des questions de travailler mieux, de qualité du travail. Eh bien, toutes ces questions-là, il vaut mieux les soumettre au dialogue social que d'avoir un seul prisme qui est de travailler plus. Je vais vous faire écouter quelqu'un, on reviendra sur la durée du travail, mais revenons à il y a 23 ans, c'est notre archive du soir. En 97, la jeune ministre du Travail du gouvernement Jospin, vous vous en souvenez, Martine Aubry, ignorait encore combien d'heures on travaillerait par semaine après sa loi. Regardez-la. Alors quel est le butoir? 39, 37, 35 et quoi? Voilà, alors l'objectif, si vous voulez, c'est quand même de montrer le là. Parce que si on ne fait rien, ça fait des années qu'on dit qu'il faut le faire et qu'on ne le fait pas. Donc le gouvernement montrera le là en fixant une date. Mais nous savons aussi qu'on peut aller au-delà des 35 heures. On peut aller plus vite, on peut aller plus loin. Fabius parle de la semaine des 4 jours, les 32 heures. Mais les 32 heures, je pense que c'est un objectif pour le siècle prochain. Je veux dire, à ce moment-là, tout le monde rigolera quand on verra qu'on a été frileux pour passer aux 35 heures. C'est comme lorsqu'on est passé à 45 heures juste avant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde disait ça va être une horreur. Mais bien, on s'en est très très bien sorti. Laurent Bigorgne, on y est? Les 32 heures, le partage du temps de travail, ça fait partie de l'inventivité qu'on pourrait envisager? Il ne faut pas que le partage du temps de travail, ça devienne le partage, j'allais dire, malthusien de la richesse et donc l'appauvrissement. C'est-à-dire que la vision de la CGT, 32 heures pour tous, pour moi, c'est un mensonge. Moi, je crois que demain, la place du travail va être réinterrogée, y compris parce qu'on est en train de vivre un profond bouleversement aujourd'hui. À cause du télétravail? Oui, à cause du télétravail, avec le télétravail. Et donc, la question de l'organisation du travail va être posée sur toute la durée de la carrière. Nous comptons remettre sur la table notre proposition que l'on fait depuis maintenant quelques mois, qui est cette histoire de banque du temps, de compte épargne-temps universel, qui permettrait de consacrer du temps à du projet personnel, à de la formation, etc. Je crois que la logique hebdomadaire a fait son temps. Vous savez, cet épisode, cet extrait-là, il parlait de la première loi de Mme Aubry, qui était la loi qui laissait de l'espace aux partenaires sociaux pour négocier dans l'entreprise. Demain, plus que jamais, si on veut être performant socialement, économiquement, il faudra du dialogue social et que les acteurs assument leurs responsabilités, mais pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire avant qu'ils commencent à discuter.
Moi, ça me parle nécessairement. On a publié avant la présidentielle sur le compte emploi formation et l'Institut Montaigne et la monétisation pour permettre aussi de sortir de la redistribution à l'envers, de la formation professionnelle. Il va y avoir effectivement beaucoup à dire et beaucoup à faire. Sur la formation professionnelle, dernier mot. Écoutez, l'enjeu, il est énorme demain. Il y aura d'abord former plutôt que licencier, plutôt que de renvoyer au chômage. Et puis, il y aura sans doute nécessairement des transferts de compétences, y compris si on intègre des relocalisations d'activités. Et donc, demain, la formation, c'est un enjeu majeur. C'est presque l'enjeu numéro 1. En termes d'emploi. Du 21e siècle, pour reprendre les mots de Martine Clairement. Aubry. Merci à vous deux, Laurent Berger et Laurent Bigorgne. Nous retrouvons messieurs Mauduit et Pernin dans un instant à propos de la réouverture de certaines plages en France. On évoquera aussi le premier concert de rock, c'est aux États-Unis, qui est censé respecter la distanciation sociale. Ça semble absolument contradictoire, mais d'abord des intox. Ce soir, notre brigade de vérification des Infox fait le point sur une boisson miracle à Madagascar. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'Artemisia annua comme remède contre le coronavirus. C'est le titre d'un article reproduit à l'identique sur plusieurs sites d'information guinéens qui a totalisé des milliers de partages, notamment sur des pages Facebook d'Afrique francophone. Il s'agirait d'une véritable victoire pour le président de Madagascar qui fait depuis plusieurs semaines la promotion d'une boisson qu'il présente comme un remède au Covid-19, le Covid Organix. Si sa recette est secrète, on sait qu'elle comporte de l'Artemisia ou armoise, une plante qui fait de longue date partie de la pharmacopée traditionnelle à Madagascar. Problème, contrairement à ce que laissent penser ces sites, l'OMS n'a pas reconnu que l'armoise soignait le Covid-19. Au contraire, l'Organisation mondiale de la santé a récemment annoncé qu'en dépit de son soutien à la médecine traditionnelle, celle-ci devait reposer sur des éléments scientifiques probants. L'Artemisia serait un traitement probable, mais des essais doivent être réalisés pour déterminer son efficacité, insiste l'OMS. Idem à Madagascar, où l'Académie de médecine a estimé que cette boisson n'est pas un médicament, mais un remède traditionnel amélioré. En France, l'Agence nationale du médicament a enfoncé le clou, écrivant au sujet de l'Artemisia qu'au-delà d'un risque d'inefficacité, le recours à ce type de produit en automédication peut présenter un danger pour la santé. Les remèdes miracles sont rarement miraculeux. Merci des intox, bonsoir. Oh, bonsoir Jean-Mathieu Pernin. Écossais ce soir. On va évoquer avec vous un concert rock de distanciation sociale. Mais d'abord, nous allons retrouver Xavier Mauduit à propos de l'ouverture de certaines plages après 2 mois de fermeture. En Vendée, en Bretagne, en Loire-Atlantique, notamment, certaines pourraient être réaccessibles avec l'accord des préfets. Xavier Mauduit, vous allez revenir à une période XVIIe siècle où la plage était un lieu véritablement lugubre et totalement répulsif. Bonsoir Elisabeth. En 1681, Thomas Burnet, un théologien anglais, fait paraître sa théorie sacrée de la Terre, un ouvrage consacré à la formation de notre planète. Alors, sans surprise, l'explication biblique est prépondérante du temps d'Adam et Ève, quand le paradis était terrestre. Et puis après, dans les âges antédiluviens, la Terre était parfaite, rectiligne. Le relief l'était tout autant. Les hommes ne vivaient pas séparés par des mers. Non, ils vivaient sur une terre sereine, entourée d'une mer calme. Oui, mais la Bible nous dit qu'avec le déluge, ce sont des trompes d'eau qui sont tombées sur la Terre, qui ont formé les mers, les océans et donc les continents. Là où tout était perfection, s'impose un relief bouleversé avec des rochers déchiquetés et un littoral menaçant. C'est ainsi que Burnet présente la mer et ses rivages, un lieu chaotique, un lieu hostile. Pourtant, Burnet n'est pas un esprit rétrograde, quelqu'un qui serait baigné dans l'obscurantisme. Au contraire même. Non, il veut faire la synthèse entre les Saintes Écritures et les écrits de Descartes, le philosophe qui, quelques années plus tôt, a fait un scandale immense en essayant d'expliquer la Terre sans faire appel à la religion. Pour Burnet, le déluge s'explique de manière scientifique, mais selon la volonté divine. Vous voyez, c'est une synthèse acceptable entre le récit religieux et la science qui permet à Burnet d'avoir une influence longtemps après sa mort en 1715. Mais avec ces théories, il conforte un sentiment qui est déjà présent, qu'on trouve chez d'autres auteurs. La mer et ses rivages sont un lieu hostile, c'est l'univers de l'incertain, des tempêtes, des abîmes mystérieux. Les bords de mer ne font pas rêver, ils sont même perçus de manière négative. Mais oui, pourquoi irait-on à la plage? Alors oui, pour prendre un bateau, pour aller pêcher parce qu'il faut bien manger, ou alors pour se déplacer parce qu'il faut bien aller sur l'île là-bas en face. Mais en fait, les plages restent désertes, elles sont
perçue comme étant lugubre. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, quand toutes ces théories d'ailleurs sont abandonnées, que l'on assiste à un renversement radical. Ce qui était répulsif devient attractif et alors arrivent des flots de curieux, des raz-de-marée de touristes qui viennent s'installer sur les plages, ce qui pose problème aujourd'hui en période de crise sanitaire. Alors bien sûr, ceux qui adorent aller à la plage sont un peu amers, mais garder de la distanciation sociale, disons-le, ce n'est pas la mer à boire. À très vite, Elisabeth. Un garçon à la page. Bien sûr. Jean-Mathieu Pernin, un événement demain, une date historique ? Oui, historique. Alors ça, je vous le dis, vraiment tout de go, Elisabeth. Demain sera sûrement un jour mémorable pour l'histoire de la musique, puisque ce vendredi se tiendra au Brown Temple Live à Fort Smith, dans l'Arkansas. Le premier concert, devrait d'ailleurs se tenir, le premier concert respectant la distanciation sociale. Voilà, annoncé en ces termes par Live Nation, qui est le premier organisateur de musique live au monde. Cet événement pourrait déjà préfigurer ce qui attend les spectateurs et les musiciens dans les mois à venir. Alors au niveau de l'affiche, on a fait dans le local avec le chanteur de country rock Travis McCready, bien sûr le leader des fameux, Bishop Gunn, voilà, très connu dans le sud des États-Unis. On ne choisit pas toujours sa playlist quand on rentre dans l'histoire, mais là où c'est intéressant, c'est vraiment au niveau du protocole sanitaire, puisque c'est presque révolutionnaire. Sur les 1100 places disponibles, seulement 229 ont été vendues. Chaque rang sera occupé seulement par 12 spectateurs. Masque obligatoire, prise de température à l'entrée également. Aux toilettes, par exemple, ça sera seulement 10 personnes à la fois. Et il y aura du désinfectant diffusé par des pulvérisateurs dans la salle. Bref, le rock n'a jamais été aussi propre, je crois, de toute son histoire. Quant au prix du concert, il reste un prix assez normal, c'est $20. Voilà, Live Nation a tenu. Mais alors attention, Elisabeth, parce que je sais que vous avez déjà votre place pour Fort Smith demain. Bien sûr, je me téléporte. Ah oui, exactement. C'est pas sûr que ce concert se tienne. Non, pour l'instant, il est au conditionnel, car le gouverneur de l'Arkansas craint en fait la création d'un nouveau foyer de Covid-19 à grande échelle. Donc pour l'instant, il n'a pas encore donné son feu vert, c'est pas sûr. Mais cette tension illustre bien toute la problématique des organisateurs de concerts. Parce que finalement, un musicien, pour faire vivre sa musique, il faut qu'il se produise. Voilà pourquoi certains vont franchir le cap et monter sur scène sans spectateurs. Ça a été le cas avec la Philharmonie de Berlin, ça sera le cas avec la Philharmonie de Paris fin mai. 13 musiciens sur scène, tous espacés, vont interpréter une pièce de Wagner, mais on nous précise sans hautbois, bien sûr, puisque les instruments avant sont des vraies mitraillettes à postillons. Donc ça, c'est impossible pour le moment. Un concert qui sera filmé et éventuellement diffusé sur le site de la Philharmonie. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, depuis le début de la crise du Covid-19, tous les événements culturels sur Internet sont gratuits. Ce qui pose un souci, puisque la différence entre un musicien amateur et un musicien professionnel, c'est que ce dernier est payé. Donc c'est tout un système économique qui est en train de se réinventer ou pas. Mais vous le savez, Elisabeth, comme disait Beaumarchais, en France, tout finit par des chansons. Et on commence à bien connaître cette musique. Oui. Et les GAFAM font leur beurre avec tous ces artistes qui se produisent gratuitement sur les réseaux sociaux. C'est l'heure de la téléconsultation de Thibault Nolte. Ce soir, Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, va en prendre, je le subodore pour son grade. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier. Mon cher Zhao Lijian, j'ai votre dossier sous les yeux, c'est préoccupant. Pas parce que vous êtes le récent porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, autrement dit, le véhicule de tête de la propagande de Pékin. Pas parce que vous avez fait vos débuts diplomatiques au Pakistan et fait barrage de tweets pour éteindre le scandale concernant les ouvriers chinois d'un gros chantier local de supposés prisonniers condamnés à mort. Je ne suis pas inquiet parce que vous incarnez la nouvelle diplomatie chinoise, plus kung-fu que Confucius. La diplomatie des guerriers loups, ainsi nommée d'après la série de blockbusters chinois où des unités d'élite de l'armée populaire de libération cassent du vilain Yankee. Contre l'Amérique, vous savez flatter le génie chinois et défendre l'écrasante supériorité des téléphones Huawei. 很多朋友问我这个视频怎么拍摄的，今天我来教大家这个拍摄方法。首先，我们点开右下角的圆圈，点开拍同款。 Vous savez accuser l'Amérique de ségrégationnisme moderne et vous offrir un round de saignant avec l'ex-conseillère à la sécurité d'Obama, qui vous taxe de honteusement raciste et scandaleusement ignorant.
Vous savez encore allumer un contre-feu quand Trump rend la Chine responsable du Covid-19. Vous recyclez la théorie complotiste d'un fumeux site anti-américain selon laquelle un sportif de la base américaine de Fort Detrick, Maryland, aurait bien pu exporter le virus lors des derniers jeux militaires des JO pour soldats à Wuhan. Tiens, chouchou, un virus pour la route. En tweet, ça donne la preuve que le Covid a des origines américaines ou encore américains, soyez transparents. Ce qui m'inquiète, c'est que vous n'êtes pas un troll anonyme, vous êtes la voix radieuse de la diplomatie chinoise. Et cette théorie complotiste du virus Made in USA plaît beaucoup en Chine. Elle excite vos neuneux autant que celle du virus chinois excite les nôtres. Mon cher Lidiane, gardez la chambre. Merci Monsieur Nolte, merci mes amis. Salut Claude. À demain matin sur France Inter. Et à suivre sur l'antenne d'Arte Chérie, votre soirée série, le retour très attendu de Au nom du Père, saison 2, la série danoise d'Adam Price, que vous adorez. Une saison hantée par la quête de résilience et de rédemption de ses personnages. À demain, avec le club, on se quitte avec les Pixies. C'est pour Jane Goodall, la primatologue Monkeys Go to Heaven. Tchuss.